La Central Intelligence Agency a drogué des citoyens américains sans leur connaissance ou leur consentement. Boum, ça commence comme ça. Ce n'est pas le scénario du dernier thriller d'espionnage, c'est la stricte réalité. Ces mots ont été prononcés très officiellement lors des auditions du Sénat américain en 1977 et ils révèlent l'un des secrets les plus sombres de la guerre froide. L'institution même qui était censée protéger le pays a en fait transformé ses propres citoyens en rats de laboratoire. Aujourd'hui, on va décortiquer ce programme clandestin. On va voir comment, et surtout pourquoi, l'esprit humain est devenu un véritable champ de bataille. Allez, on entre dans le vif du sujet. Bienvenue dans cette exploration documentaire sur le projet MKUltra. C'est sans doute le programme le plus tristement célèbre de la CIA. Tout au long de cette analyse, on va retracer comment la paranoïa, le secret d'État absolu et franchement, un manque total d'éthique ont mené à une décennie d'abus psychologiques systématiques. Le but ici n'est pas de faire dans le sensationnalisme, pas du tout. Il s'agit vraiment d'exposer la mécanique de ce projet. Un projet conçu, littéralement, pour effacer et reprogrammer la conscience humaine, tout en se posant les bonnes questions sur la responsabilité morale de ceux qui tiraient les ficelles. Section 1. La découverte des archives cachées. Ce qui est fascinant avec cette histoire, c'est de voir comment la vérité finit presque toujours par éclater, même face à une machine bureaucratique ultra puissante. Il faut s'imaginer qu'en 1973, dans un acte de dissimulation sans précédent, le directeur de la CIA et le chef du projet ont carrément ordonné la destruction de tous les dossiers de MKUltra. Un énorme coup de balai pour tout effacer. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais, coup de théâtre, quelques boîtes de documents financiers ont échappé à la broyeuse, tout simplement parce qu'elles étaient stockées dans un autre centre d'archives. Des bêtes reçues, des factures, eh bien ce sont ces petits bouts de papier qui ont tout déclenché. Ils sont devenus la preuve irréfutable lors des enquêtes. C'est littéralement la trace de l'argent qui a forcé l'agence à cracher le morceau sur l'ampleur délirante de ces opérations. Section 2. Les origines de la paranoïa de la guerre froide. Alors comment une agence gouvernementale a-t-elle pu franchir de telles lignes rouges ? Pour comprendre ça, il faut vraiment se replonger dans l'ambiance super oppressante de l'époque. La menace soviétique, ce n'était pas juste une question d'armement, c'était une vraie guerre psychologique. Il y avait ces rumeurs terrifiantes venant de la guerre de Corée, disant que les prisonniers américains subissaient des lavages de cerveau. Et c'est là que l'histoire devient glaçante. La quête américaine du contrôle mental s'inspire directement des atrocités commises par les médecins nazis à Dachau. Et après la guerre, via l'opération Paperclip, les États-Unis ont discrètement recruté certains de ces scientifiques. C'est dans ce climat de psychose totale que la CIA a donné son feu vert à MKUltra en 1953. La manipulation psychologique passait du stade de rumeur au programme d'État officiel. Section 3. Sidney Gottlieb et les méthodes. Au cœur de ce système tentaculaire, il y a un homme clé, Sidney Gottlieb, le chimiste en chef de la CIA. Depuis son bureau des services techniques, il avait carte blanche, un budget faramineux, aucune limite, et il a personnellement supervisé l'utilisation d'êtres humains comme de simples cobayes. D'ailleurs, c'est flagrant de voir comment tout ça a pris de l'ampleur. Parce que MKUltra n'est pas apparu du jour au lendemain. C'est une véritable escalade. D'abord, il y a eu le projet Bluebird, en 1950, axé sur les techniques d'interrogatoire. Puis ça a gonflé en 1951 avec Artichoke, qui a commencé à intégrer l'hypnose et les drogues. Et bam, en 1953, toutes ces opérations sont fusionnées et massivement élargies pour créer MKUltra. C'était le point de départ de 20 ans d'expérience abusive avant cette fameuse destruction de documents. Et quand on parle d'expérience, on parle en fait d'un véritable arsenal de tortures psychologiques, réparti sur 149 sous-projets. La star du programme, la substance phare, c'était le LSD-25, fourni en grande quantité par des laboratoires pharmaceutiques. Mais la drogue n'était que le sommet de l'iceberg. Il faut s'imaginer des scènes de privation sensorielle poussées à l'extrême, des électrochocs d'une brutalité inouïe, l'exposition continue à des sons monotones pour rendre fou, et bien sûr l'hypnose. L'objectif n'avait absolument rien de médical. Le but ultime, c'était la destruction. Provoquer des amnésies, arracher des aveux et littéralement effacer la personnalité de quelqu'un pour essayer de la reprogrammer à volonté. Évidemment, manipuler l'esprit humain de cette façon laisse des traces dévastatrices et parfois mortelles. Prenons l'histoire tragique de Frank Olson. C'était un biochimiste qui travaillait pour l'armée américaine. Eh bien, en novembre 1953, pendant une simple retraite de travail dans le Maryland, Sidney Gottlieb a discrètement versé du LSD dans le verre d'Olson, sans rien dire. Olson n'en avait pas la moindre idée. Le résultat a été catastrophique, il a plongé dans une paranoïa aiguë, un cauchemar réveillé. Quelques jours plus tard, il faisait une chute mortelle depuis la fenêtre d'un hôtel new-yorkais. Sa mort est un rappel brutal que, pour ce programme, la vie humaine ne valait absolument rien. Section 4. Les expériences de Montréal. Ce qui est fou dans cette affaire, c'est que le scandale ne s'est même pas arrêté aux frontières américaines. La CIA est allée jusqu'à financer en cachette des institutions académiques prestigieuses.
c'est le fameux sous-projet 68. On a ciblé spécifiquement des patients psychiatriques, des personnes extrêmement vulnérables à l'Institut Allan Memorial de l'Université McGill à Montréal. Et là, on touche vraiment au summum de la cruauté clinique avec les méthodes du docteur Wayne Cameron. Il a mis au point des techniques au nom barbare, le deep patterning et le psychic driving. Concrètement, on plongeait des patients dans un coma chimique pendant des semaines, on leur infligeait plusieurs électrochocs par jour et on les forçait à écouter en boucle des centaines de milliers de fois les mêmes messages enregistrés. Le but avoué, formater le cerveau, réduire la personne à une page vierge. Mais derrière ce jargon scientifique, il faut se rappeler qu'il y avait de vraies personnes. Des vies totalement détruites. L'histoire de Velma Orlikov, qu'on appelait Val, incarne parfaitement ce désastre humain. Elle souffrait de dépression postpartum et s'était rendue à l'institut pour chercher de l'aide, pour aller mieux. Et au lieu de recevoir des soins, elle est devenue un cobaye. Sans son consentement, elle a subi ces tortures expérimentales. Les méthodes du docteur Cameron l'ont laissée, elle, ainsi que d'innombrables autres victimes, avec des séquelles psychologiques irréversibles. Leurs vies ont été brisées par l'institution même qui était censée les soigner. Section 5. L'opération Midnight Climax. Alors, si les horreurs de Montréal se déroulaient sous une façade médicale, la CIA a aussi opéré dans des cadres totalement illégaux et incontrôlés. Bienvenue dans l'opération Midnight Climax. Franchement, le protocole ressemble au scénario d'un film sombre. L'agent fédéral George Hunter White gérait l'opération. L'agence a carrément financé des planques à San Francisco et New York qui étaient aménagées en maisons closes. Des prostituées étaient payées par le gouvernement pour y attirer des hommes. Une fois à l'intérieur, on glissait du LSD dans leur verre, totalement à leur insu. Et le pire dans tout ça, des agents de la CIA observaient tranquillement leur réaction, un verre à la main, planqué derrière un miroir sans teint. On était dans une violation pure et simple des droits civiques fondamentaux. Avec tout cet argent, toutes ces ressources illimitées et toutes ces vies gâchées, on est en droit de se demander quel a été le résultat. Eh bien, rien. C'est un échec stratégique retentissant. Sidney Gottlieb lui-même l'a avoué du bout des lèvres en 1977. Je le cite, « Il était très difficile de manipuler de manière prévisible le comportement humain de cette façon. » En résumé, des innocents ont été sacrifiés pendant des années, non pas pour un avantage militaire, mais pour des expériences cruelles qui n'ont produit absolument aucune application fiable. Un gâchis humain impardonnable. Section 6. Dissimulation et héritage durable. Quand tout ce scandale a fini par exploser, ça a laissé un héritage très lourd. D'un côté, grâce aux journalistes des années 70, la vérité est partiellement sortie de l'ombre. Mais de l'autre côté, le sentiment d'impunité a été total. Il n'y a eu presque aucune conséquence pénale pour les véritables responsables. Ça a créé une immense méfiance envers les institutions. En lisant les retranscriptions des auditions de 1977, c'est le vertige. On découvre à quel point l'argent noir de la CIA avait corrompu la recherche médicale. Des dizaines d'universités réputées, d'hôpitaux et de chercheurs de pointe étaient compromis. Ils acceptaient tous des fonds qui transitaient par de fausses fondations caritatives, créées de toutes pièces par l'agence. C'est là qu'on arrive à un point absolument crucial, l'impact de ce cauchemar sur les lois modernes. Le traumatisme causé par les révélations sur MKUltra a forcé le monde scientifique à tout changer. Ça a directement contribué à la mise en place de la Common Rule, la règle commune, en 1991. Aujourd'hui, on ne peut plus faire n'importe quoi. Tout projet de recherche doit respecter des principes stricts, un consentement éclairé obligatoire, une minimisation absolue des risques et une sélection juste pour ne plus jamais cibler et exploiter des populations vulnérables. La transparence, qui faisait si cruellement défaut à la CIA, est devenue une obligation légale. On arrive au terme de cette exploration et il reste cette interrogation immense qui pèse lourd. Le projet MKUltra n'était pas le fait d'un régime dictatorial, mais bien d'une démocratie. Une démocratie aveuglée par la peur, opérant dans le secret le plus total. Ce chapitre de l'histoire nous rappelle avec brutalité que la transparence gouvernementale est vitale et qu'un pouvoir sans aucun contrôle est un immense danger. La vraie question aujourd'hui, c'est comment s'assurer que, sous la pression des nouvelles menaces mondiales, nos institutions ne justifieront plus jamais le sacrifice de la dignité humaine au nom de la sécurité. C'est une réflexion profonde, complexe et qui doit absolument résonner bien au-delà de cette analyse.